Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, peut-être une avancée dans l'accord frontalier de 2012 entre le Soudan et le Soudan du Sud. Le texte de 2012 prévoyait une démarcation et une zone tampon entre chaque armée, compromis qui n'a jamais été complètement appliqué. Les deux pays annoncent une ouverture partielle de la frontière. Ce nouvel engagement peut-il permettre le règlement du contentieux frontalier entre les deux pays? Je poserai la question à mes invités dans la première partie de cette émission. Le Zimbabwe est condamné pour torture. Décision de la Haute Cour. L'État doit verser 150 000 $ de dédommagement à une militante des droits de l'homme, une activiste torturée et détenue illégalement sous le régime de Robert Mugabe. Cette décision judiciaire peut-elle être interprétée comme un signe d'ouverture, un signe de rupture avec l'ère Mugabe? On en parle dans le débat. Air Côte d'Ivoire ne déposera pas le bilan, les mots des responsables de la compagnie aérienne de la Côte d'Ivoire. Réaction dans une conférence de presse à la suite des résultats enregistrés par la compagnie Air Côte d'Ivoire qui accuse des pertes colossales, plus de 100 millions de $ depuis sa création en 2012. Et voici les invités qui vont nous accompagner dans cette émission ce soir. Monsieur Hamidine Khan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Christian Nana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller en investissement, président de Sen Conseil. À vos côtés, monsieur Émile Boyo-Guéno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et historien. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. C'est en 2012 que le Soudan et le Soudan du Sud ont signé un accord sur la délimitation de leurs frontières communes. Le texte prévoyait une démarcation et une zone tampon de 20 km entre chaque armée. 5 ans après, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Les deux pays ne sont jamais parvenus à appliquer cet accord. Mais sur place, les négociations se sont poursuivies pour cette frontière aux enjeux majeurs. Les deux pays viennent d'annoncer être finalement parvenus à s'entendre sur l'ouverture partielle de la frontière. Sharon Kamara. La frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud sera bientôt partiellement ouverte à l'issue de négociations à Khartoum entre les deux pays voisins. La création d'une zone tampon, d'une ligne de démarcation ainsi que l'ouverture de points de passage sont prévus d'ici la fin de l'année 2018. La situation que nous avons en ce moment, c'est qu'en réalité, s'il n'y a pas une réelle stabilisation de ce qui apparaît comme un gentleman agreement entre les puissances sous-régionales, cet accord va voler absolument en éclats. Ça, il faut le savoir. C'est en 2012 que le Soudan et le Soudan du Sud ont signé des accords pour délimiter leurs frontières. Les désaccords sur l'application du processus, mais aussi les crises internes dans chaque pays, ont retardé sa mise en place, qui est désormais prévue pour la fin de l'année 2018. L'accord de 2012, en réalité, n'avait pas été accompagné des mesures de confiance complètes, qu'exigeait d'ailleurs non seulement Riek Machar, mais même Salva Kiir. Ça, il faut absolument le savoir. Et puis ensuite, l'accord de 2012 n'avait pas en réalité bénéficié de la tutelle du Soudan, n'est-ce pas, du Grand Soudan. Alors que le Soudan souffre d'une crise économique qui a récemment conduit à la dévaluation de la monnaie nationale, l'ouverture de la frontière permettra la reprise des échanges économiques. Et pour le Soudan, cette annonce arrive quelques semaines après l'accord de paix signé entre le chef de l'État, Salva Kiir, et le chef de la rébellion, Riek Machar. Celui-ci met fin à 5 années de guerre civile. Alors, annonce donc de l'ouverture partielle de la frontière avec le Soudan. Les frontières entre le Soudan du Nord et donc le Soudan du Sud, des enjeux territoriaux majeurs, on l'a vu dans le sujet. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'il s'agit là d'une frontière, c'est plus de près de 2000 km qui séparent donc les deux pays, donc qui n'est toujours pas complètement délimitée. C'est cela qu'il faut comprendre aujourd'hui. Oui, c'est pas complètement délimité. Et puis à part ça, les enjeux sont des enjeux de forte potentialité économique. Ça veut dire que c'est surtout des enjeux pétroliers. Parce que dans cette zone des deux Soudans, c'est une zone pétrolifère très importante.
Donc je crois que le hic vient justement de cette zone tampon qui délimite les deux Soudans de 20 km, mais c'est une zone énormément riche et puis bon, les puissances aussi qui ont conduit à la séparation ou bien à la sécession du Soudan veulent tirer leur marron du feu. Ça veut dire il y a déjà les États-Unis, il y a aussi les puissances occidentales et puis il y a la Chine aussi. Voyez-vous. Donc, mais je crois quand même que le fait qu'ils s'asseyent sur une table et puis qu'il y ait des ouvertures, par exemple pour les passages, déjà c'est une bonne chose. Parce que les échanges entre les deux Soudans sont des échanges très importants. Et le Soudan du Nord, qui a une balance commerciale maintenant qui est déficitaire, souhaite quand même justement le règlement de ce problème, de ce contentieux, pour qu'il puisse exporter énormément de biens de consommation vers le Soudan du Sud. Parce que le Soudan du Sud aussi est demandeur de produits alimentaires, vu la guerre interne qui sévit justement dans cette partie du Soudan. Et je crois quand même que le fait déjà que Omar el-Béchir soit quelqu'un qui a justement milité pour la réconciliation entre les deux frères ennemis du Soudan du Sud, contribue justement à ce que le problème soit résolu d'une manière beaucoup plus pacifique. Émile Boyogueno ou Christian Nana, sur cette question donc, de la frontière entre les deux pays. Moi, je dirais que l'accord d'aujourd'hui, c'est un accord, il faut bien voir qu'il est d'abord d'initiative militaire. Donc, c'est les chefs d'état-major des deux armées du Soudan du Nord, du Soudan du Sud qui se sont retrouvés à Khartoum. Le chef d'état-major du Soudan du Sud est allé voir son homologue, ils ont discuté et ils sont tombés d'accord pour que les armées se placent chacune à 20 km l'une de l'autre. Alors ça va sûrement faire baisser le nombre de morts, ça va sûrement apaiser un petit peu les tensions qu'il y avait. Je crois que de ce point de vue, c'est positif, que ce soit militaire et que par voie de conséquence, ça favorise les échanges économiques, puisque quand il y a la guerre, on ne peut pas beaucoup travailler. Et puis maintenant qu'on stabilise un peu la situation, ça va. Mais ceci dit, ça ne résout pas le problème de fond. Il y avait un problème de fond, vous savez, 2000 km, 20 km, c'est une surface très large. Il y a beaucoup de pays qui ne font pas toute cette surface. Et compte tenu des richesses et les champs pétroliers dont monsieur a parlé, c'est un champ pétrolier très rentable. Et la question de l'appartenance de ces champs pétroliers à quel État n'est toujours pas résolue. Donc je crois qu'on est là dans une situation positive, qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Mais je pense qu'on n'est pas encore au bout de la résolution définitive de ce problème. Émile Boyogueno, donc effectivement, voilà, cet accord ne peut pas véritablement régler le véritable problème entre les deux Soudans. Alors je pense qu'aucun accord ne résout aucun problème de façon aussi immédiate et définitive. En marge des difficultés économiques, ou du moins des enjeux économiques qu'ont relevé M. Nana et Hamidine Kane. Et M. Kane, il y a un enjeu, j'ai envie de dire, culturel, ethnique. Parce que de part et d'autre de la frontière, il y a des individus qui s'appellent, il y a des Noubas, il y a des peuples qui s'appellent les Noubas, qui habitent le mont Nouba, qui est juste à la frontière. Donc, il y a cette zone est à la fois, donc dans la partie nord du Soudan, on trouve les alliés du Soudan du Sud. Donc, ils sont de l'autre côté de la frontière, ils sont du côté nord de la frontière, où ils côtoient des populations arabes qui sont plutôt associées, qui sont plutôt des alliés du Nord. Donc, il y a également un enjeu culturel, et l'accord de septembre 2012 tient en 7 pages. Il n'est pas détaillé, il évoque plusieurs missions de l'ONU. Il n'y a aucun accord sérieux, ou du moins fort et contraignant ne peut tenir en cette page. Il y a tellement d'enjeux, à la fois économiques, certes, 70% de la richesse pétrolière se trouve dans cette zone, dans la ville d'Abyei précisément, mais il y a également des enjeux culturels, culturels qu'il faut résorber. Parce que les populations, finalement, qui étaient les alliés du Soudan du Sud et qui se retrouvent dans la partie nord du Soudan, qu'est-ce qu'elles font? Aujourd'hui, elles doivent se déterminer. Il y a eu un simulacre de taux de détermination qui a été élaboré il y a quelques années, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, il y a effectivement
C'est très bien cette avancée, mais pour moi, ça prendra encore un peu de temps avec les forces exogènes étrangères qui ont été évoquées. À mon avis, on est parti pour... c'est parti pour durer. Je veux dire que ce n'est pas fini. Alors, néanmoins, le fait que le Soudan du Nord soit dans en tout cas confronté à une crise économique et que les populations du Sud aient besoin de cette aide humanitaire, ça peut éventuellement les contraindre véritablement à respecter l'accord de 2012. Est-ce que la situation... Bon, moi, je crois qu'ils seront obligés, tôt ou tard, ils seront obligés à respecter cet accord. Parce que sinon, c'est des conflits sans fin. Et puis, disons-le, le Soudan, c'est un pays de 39 millions d'habitants. Le Soudan du Sud, c'est un pays de 12,5 millions d'habitants, mais qui est hyper armé. Et puis, c'est des combattants aguerris depuis John Garang, quoi. Donc, c'est des combattants aguerris, que ce soit les Nuba, les Nouers ou bien les autres sont des combattants aguerris. Donc, ils ont ça dans le... Moi, ce que je veux dire, c'est que je crois que l'Afrique a mal joué justement pour la partition du Soudan. Parce que c'est un pays qui ne devait pas être partagé, en fait. Les États-Unis, c'est eux qui sont à l'origine de ce partage. Je crois d'ailleurs Barack Obama, vers la fin de son deuxième mandat, a dit que s'il savait que c'était comme ça, il n'allait pas le faire. Mais il se serait trompé parce que c'était une ignorance de l'histoire. En 1956, le pays était déjà partagé. Sous la colonisation britannique, en 1956, le Sud-Soudan existe comme entité autonome. Donc Barack Obama, je crois que là-dessus, ce sera un petit peu trompé quand même. On est en train de voir, avec justement ce qui se passe au Soudan du Sud, que ça ne va pas du tout, parce que les affrontements qui ont fait des dizaines de milliers de morts à cause du pouvoir, hein, c'est un affrontement de pouvoir entre le président maintenant et puis son vice-président, alors que les populations sont dans la misère la plus totale. Elles fuient à travers, par exemple, les frontières pour aller se réfugier dans d'autres pays, voyez-vous. Alors que c'est un pays qui est excessivement riche, hein, à peu près 650 000 km². Quel est le pays d'Afrique qui a ce potentiel-là? Et puis c'est un pays agricole. La potentialité agricole du Soudan du Sud est énorme, parce que le Nil passe là-bas et puis c'est des zones réellement très riches, hein, en agriculture et en eau. Vous voyez. Donc, Monsieur Khan, on ne peut être que d'accord avec vous. Parce que moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, la séparation du Soudan, c'était une erreur. C'était une grave erreur. Et c'était effectivement à l'initiative des États-Unis. Et je pense que les Africains auraient dû eux-mêmes réagir à cette partition du Soudan. Parce que ça crée un précédent, bon, c'est pas vraiment un précédent, mais ça crée un modèle qu'il ne faut pas suivre en Afrique. Nous devons aller vers la réunion des États et non pas vers la partition des États. Comme modèle pour nous permettre de nous développer en Afrique. On ne peut pas s'imaginer que, parce qu'il y a des richesses, en divisant les États, on va s'en sortir. Aujourd'hui, vous dites... Khartoum est affaibli par la crise économique, mais Juba aussi est affaibli parce qu'il a une opposition des rebelles qui combattent le pouvoir aujourd'hui, pour les mêmes raisons que lui, il a combattu Khartoum. Et donc, à la fin, on va faire que le Soudan du Sud, maintenant, on va aussi le couper en deux, et on va aller jusqu'où... Et puis, quand on parle, ethniquement parlant, le Soudan, c'est l'un des pays les plus africains d'Afrique. Vous voyez, c'est un pays, c'était le premier pays par la superficie en Afrique, et c'est un pays, c'est pas un pays arabe, hein, comme on le dit. Non. C'est pas un pays arabe. Pas du tout. L'arabité du Soudan est venue lorsque Gamal Abdel Nasser est venu au pouvoir et a commencé à parler de l'arabe au Soudan, et puis en Algérie. Même en Algérie, l'arabité de l'Algérie, ça date des années 60, vous comprenez. Et donc, le Soudan, vu ses frontières d'ailleurs, c'était un pays qui avait plus de 11 frontières. Hein? Et puis l'écrasante majorité des Soudanais ne parlaient pas arabe. L'arabisation à marche forcée a été faite avec Gafar el-Nimeri. C'est au temps de Gafar el-Nimeri. Alors que Gafar el-Nimeri parlait au mauvais arabe, parce que c'est un type qui est balafré, il ne parlait pas en bon arabe. Vous voyez, il parlait des langues africaines. Et puis les Soudanais, jusqu'à présent, le Soudan du Nord qu'on parle à l'heure actuelle, l'écrasante majorité de ceux qui sont au Soudan du Nord ne sont pas arabes, ils sont Peuls, ils sont d'autres, des Nouers, des Nuba et tout ça. Vous comprenez? L'arabe, c'est une langue de communication du Soudan. Mais ils ont des langues qu'ils parlent chez eux. Vous comprenez? Ça, beaucoup d'Africains ne le comprennent pas. Alors que le Soudan, beaucoup de choses, par exemple, l'histoire de l'Afrique, beaucoup de choses de l'histoire de l'Afrique, c'est fait au Soudan. Même les grandes pyramides dont on parle de l'Égypte, là, elles sont parties du Soudan.
Vous voyez? Donc ça, c'est un pays qui compte pour l'Afrique et puis c'est un pays qu'il faudra soutenir. Moi, je crois qu'à l'avenir, il faudra que les Africains disent quand même s'ils sont séparés, je crois que d'ailleurs, ils finiront par essayer de faire une espèce de confédération ou autre, parce que sinon, ce ne sera pas viable pour le Soudan du Sud. Parce que c'est un pays, disons-le, parce que c'est un pays qui est divisé ethniquement et puis les tensions sont très fortes. Vous voyez? Et puis c'est généralement à cause du pouvoir. La majeure partie des Soudanais du Sud jusqu'à présent, quand ils communiquent en arabe. Un dernier mot peut-être, Émile Boyogueno. Non, enfin, je vais être optimiste et je pense effectivement que cet accord va conduire à quelque chose, mais pas dans l'immédiat. Premier point. Second point, je pense que l'Union africaine, du moins les Africains, étaient partis de cet accord de 2012. On voit bien dans le préambule qu'ils sont bien cités. On voit bien qu'à l'époque, le président Thabo Mbeki a émargé, a signé ce document et que le Premier ministre éthiopien de l'époque a également signé ce document. Donc les Africains étaient partis de cette affaire, probablement sur la base de l'histoire aussi, parce que c'est une région autonome. Nous, on la découvre durant les années Darfour, on la découvre ainsi, on découvre un Soudan uni, mais peut-être que ça n'a pas toujours été uni. Effectivement, ce n'est pas un exemple à suivre, ce n'est pas un exemple à encourager, mais jusqu'à quel point est-ce que cette partition respecte les desiderata profonds des populations? C'est la question que moi je veux poser sans prendre position. Voilà. Vous voyez, le problème du Soudan est venu au moment où Gafar el-Nimri a commencé à parler a commencé à prendre l'islam comme loi fondamentale du Soudan. Et puis Omar el-Béchir est venu renforcer avec l'islamisme. Mais si on avait donné une autonomie large et puis qu'on laissait les chrétiens, les presbytériens faire justement, pratiquer leur religion, et puis à part ça qu'il y ait un État fédéral qui est laïque, le Soudan n'allait pas exploser. Mais c'est à cause... Ça n'a pas explosé pour des raisons identitaires, c'est pour des raisons économiques du pétrole. Oui, mais le pétrole n'est pas dans ce que vous dites. Non, le pétrole est venu bien par après. Parce qu'il fallait financer les armes. Oui, mais le pétrole est venu avec John Garang. C'était l'autonomie du Sud-Soudan. Vous comprenez? C'était l'autonomie du Sud-Soudan. Et puis que, par exemple, les chrétiens et les animistes puissent pratiquer leur langue et puis puissent pratiquer leur religion. Mais on a vu que l'islam commençait à empiéter justement sur ça. L'économie est venue bien par après. Parce que c'est après qu'on a vu que le sud du Soudan aussi avait énormément de potentialité, par exemple, pétrolifère. Regardez par exemple, vous avez posé une question stratégique. Est-ce qu'on a demandé l'avis aux populations? Regardez par exemple à la région d'Abyei. Je crois que c'est une région où Salva Kiir, qui est un peu dans la zone frontalière, là, et Salva Kiir s'oppose à l'autodétermination des populations pour savoir si elle veut aller dans le nord ou dans le sud. Ce sont des leaders qui ne s'intéressent pas à la population. C'est seulement au pouvoir. Ils ne s'intéressent pas à la vie des populations. Ce n'est pas un facteur dans la discussion. Non. Alors que nous, Africains, si on avait voulu nous-mêmes résoudre notre problème, on se serait intéressé à ça. L'Union africaine ou des leaders africains auraient pu chercher à intervenir pour éviter la partition de ce pays. Moi, je suis persuadé que si on avait demandé l'avis de la population, ils n'auraient jamais accepté ça. C'est l'Union africaine qui devait jouer le rôle qu'ils n'ont pas joué. Tout à fait. Merci. Le rôle qu'ils n'ont pas joué. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.